Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. La grippe aviaire se propage en France. Dans ce journal, nous irons en Moselle pour découvrir les procédures mises en place et le plan de lutte contre la circulation de ce virus. C'est la 41e campagne hivernale pour les Restos du Cœur. Cette année encore, les bénévoles de l'association s'attendent à une augmentation de la fréquentation des points de distribution. Nous irons dans les Vosges pour faire le point. Et puis, peut-on encore boire l'eau du robinet? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. 20 minutes TV a posé la question à l'entreprise Les Eaux de Paris. Réponse dans cette édition. Enfin, nous découvrirons le drift, cette discipline dans laquelle les participants font glisser leur voiture comme une chorégraphie millimétrée. Immersion remplie d'adrénaline en fin de cette édition. Je vous le disais dans les titres, depuis plus d'un mois, des mesures de prévention ont été renforcées sur tout le territoire pour lutter contre la grippe aviaire. La présence d'oiseaux migrateurs en automne accroît les risques de contamination dans les élevages et les parcs zoologiques aussi. Reportage de Moselle TV sur les procédures mises en place pour protéger les animaux. Regardez. Le centre de l'animal est ici, on sent la crête osseuse ici, et ensuite on pique un peu à côté, on sent qu'on passe les muscles, et on injecte la dose. Depuis quelques jours, les équipes vétérinaires s'affairent dans les enclos dédiés aux oiseaux. Pas moins de 400 spécimens doivent être vaccinés contre la grippe aviaire. L'idée, c'est de faire une manipulation qui va être simple et efficace, d'être concentré sur les identités des animaux pour être sûr de vacciner tout le monde. Là, actuellement, on est en train de faire des vaccinations de vautours fauves, donc ce sont des oiseaux qui peuvent peser autour des 5 kg, qui ont un gros bec, qui peuvent faire des dégâts. Observé en France depuis 2006, le virus H5N1 est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmissible à l'homme. Virus qui se propage via les groupes d'oiseaux migrateurs. C'est pourquoi le zoo multiplie les mesures. On a pris l'habitude de vacciner tous les ans nos oiseaux de façon à les protéger, mais sachant que la vaccination n'est qu'une des mesures qui permet de se prévenir contre la maladie. Il y a d'autres mesures de sécurité qui sont prises dans le parc, comme l'effarouchement des oiseaux sauvages. On limite évidemment le contact avec la vie-faune sauvage. Également la compartimentalisation du parc, c'est-à-dire que si un jour on devait avoir un animal malade, il faut qu'on puisse boucler la zone. Du côté des exploitations, cet aviculteur opte pour la claustration à contre-cœur. Eh bien, c'est le parcours que normalement est destiné pour nos poules pondeuses. Et puis comme vous voyez, il est plus utilisé depuis un mois. Poules pondeuses, pintades, chapons coexistent ici avec près de 5000 spécimens au total. La vaccination n'est pas envisagée dans ce cas. Nous aujourd'hui, on n'a pas les compétences et on n'a pas la technique pour rattraper l'ensemble des poules, les vacciner et les relâcher. Le niveau de risque de la grippe aviaire reste noté comme élevé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Tout autre chose maintenant, l'entreprise chinoise Shein est au cœur des polémiques de ces dernières semaines. Au centre des débats, l'ouverture d'une boutique dans la galerie IBHV à Paris, bien sûr, vous en avez entendu parler. La marque de vêtements est critiquée sur ses méthodes de fabrication et pour des problèmes liés à de la concurrence déloyale. À Bordeaux, une couturière a décidé de boycotter la marque. Comment s'y prend-elle? Réponse avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sur la porte de son atelier, un panneau affiche un message bien clair. Votre service de retouche refuse de travailler sur des vêtements de fast fashion. Opposée aux pratiques de la plateforme asiatique Shein, au cœur de plusieurs scandales, Aurélie, couturière à Bordeaux, a choisi de ne plus retoucher les produits issus de l'ultra fast fashion. Je commençais un petit peu à m'agacer de tout ce qu'on pouvait entendre autour de Shein. Et quand j'ai vu la foule qui faisait la queue devant l'ouverture du magasin au BHV, en fait, je me suis dit, stop, faut faire quelque chose. Ils se font fi de toute réglementation. Ils ne prennent aucune norme européenne de sécurité. La couturière l'a également annoncé sur ses réseaux sociaux. Vue plus d'1 million de fois sur Facebook et Instagram, la publication a largement fait réagir. On m'a traité d'hypocrite, de donneuse de leçons. On m'a accusé de juger la consommation des gens.
Donc, alors que pas du tout. Moi, je donne juste ma position, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais Aurélie peut compter sur le soutien de ses fidèles clientes. Dans un pays qui se dit liberté d'expression, Aurélie a su faire valoir son opinion, ce qui est très rare de nos jours. Bien décidée à poursuivre son boycott, la couturière propose des cours de couture afin de sensibiliser un maximum de personnes à une consommation plus responsable. Comme chaque année, les Restos du Cœur ont lancé leur campagne hivernale. L'année dernière, les bénévoles ont accueilli près de 1,3 million de personnes et distribué plus de 160 millions de repas durant cette période de froid. Des chiffres en hausse qui devraient encore augmenter de 10% cette année selon l'association. Vosges TV s'est rendu dans l'un des points de distribution. Regardez ce reportage. Merci. Les œufs ? Ah, je veux bien, oui. Ce n'est pas la première fois que Cédric vient chercher des denrées alimentaires au centre départemental de distribution des Restos du Cœur, situé au village des Solutions à Golbet. Des provisions pour tenir quelques jours, ses 3 enfants et lui. Car à 46 ans, les fins de mois sont très souvent difficiles, malgré quelques missions d'intérim. C'est pas évident, oui. Alors, grosso modo, vous vivez avec combien par mois ? 670, avec prime d'activité, comme je travaille de temps en temps. Les projections sont loin d'être encourageantes. Les restos s'attendent à une hausse de la précarité de près de 10%. On ne va pas pouvoir accueillir tout le monde parce que là aussi, nos ressources, elles diminuent. Elles diminuent parce que les subventions diminuent et puis parce que nos donateurs aussi, qui sont principalement des gens comme vous et moi, ont des difficultés pour donner autant qu'avant. Ce lundi matin, à Gérardmer, se tenait une réunion d'information et de formation des responsables et des bénévoles des 5 centres des Hauts-de-Vosges, où il a été notamment rappelé le profil des bénéficiaires. C'est des gens qui sont au chômage, qui travaillent mais qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois. Et puis, depuis 2 ans, on voit apparaître des retraités. Sinon, la moitié des gens qui sont accueillis au resto, ce sont des jeunes, c'est-à-dire moins de 26 ans, avec un nombre très important d'enfants. Autre sujet d'inquiétude, le recrutement des bénévoles. Ils sont 650 à donner de leur temps pour la structure vosgienne qui cherche en permanence des secrétaires, des informaticiens, infographistes, des chauffeurs ou simplement des bras. Nadia est bénévole. J'adore faire ça. Il y a des gens que je sais déjà ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Sans connaître leur prénom, sans connaître leur histoire, je ne cherche pas à savoir. Mais je sais très bien que s'il y a une personne qui vient ici, c'est parce qu'elle en a besoin. Côté projet, les restos envisagent de mettre sur pied un centre itinérant pour desservir l'Ouest vosgien. Ils vont avoir besoin de densifier leur parc de véhicules. Voilà, et nous allons peu à peu rentrer dans la période de Noël, dans les jours à venir, un moment de partage et de convivialité que beaucoup d'entre nous attendent avec impatience. Et qui dit Noël dit illumination. Une entreprise sartoise spécialisée dans ce domaine a organisé cette année une visite exceptionnelle de son showroom spectaculaire, vous allez le voir. Des illuminations qui ont émerveillé absolument tous les visiteurs. Reportage de LMTV Sarthe, Laure Girard. Vous avez à peu près 10 minutes pour vous balader en bas, en haut. La grande nouveauté pour les 20 ans de déstockage chez Leblanc Illumination, c'est sans nul doute ce showroom ouvert au public sur inscription, pensé pour en mettre plein les yeux aux clients. C'est un moment de féerie. Magnifique, vraiment, splendide. On ne regrette pas le déplacement. Ce couple vient de Toulouse pour dénicher à moindre coût de quoi faire briller sa maison. Qu'ils soient particuliers ou représentants de collectivités, beaucoup sont prêts à faire des kilomètres pour profiter des prix. Ce groupe repartira ce soir en Normandie. Pour le comité des fêtes de Roulours, c'est une petite commune qui est à côté de Vire. Les prix sont très très intéressants. On a changé de fournisseur justement à cause de ça. Cette collectivité fera 5 000 € d'achat cette année et le nouveau showroom incite d'autant plus à craquer. C'est merveilleux, on a l'impression d'être des enfants. Donc on a envie de tout prendre pour arriver à décorer tel que c'est fait dans le showroom. Pour Leblanc, ces 4 jours de déstockage, c'est surtout un moyen de faire de la place. 10 000 références de produits LED sont proposées. On a du neuf et aussi du reconditionné. Donc c'est des produits qui ont été loués dans des mairies et qui se retrouvent à des prix du coup imbattables puisqu'ils ont été reconditionnés et testés. Avec un impact très limité puisque la LED consomme peu d'énergie. Les amateurs n'ont donc plus aucune limite pour atteindre l'illumination.
La châtaigne est sans aucun doute un produit incontournable des fêtes de fin d'année. La France produit plus de 8 tonnes par an de châtaignes. Les récoltes ont commencé depuis le mois de septembre et 2025 sera une excellente année, un excellent cru, nous dit-on. C'est ce que révèle Emmanuel Rabot, un producteur dans le Limousin, au micro de 7 à Limoges. C'est vraiment une année historique parce que la coopérative va rentrer un millier de tonnes. Donc vous dire qu'on pèse en fait maintenant plus de 10% du marché français du frais. Donc le Limousin est en train de revenir dans le jeu de la châtaigne au niveau français et européen. Là, le marron que je vous montre, il est destiné essentiellement au marché du fruit et du frais jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et puis maintenant, je veux vous parler d'un plat signature de notre gastronomie, l'œuf maillot. Qui n'en a pas mangé dans sa vie? Figurez-vous qu'un championnat du monde s'est tenu cette semaine à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Notre partenaire Canal 32 a pu rencontrer avant la compétition l'un des participants qui nous explique ses secrets de préparation. Regardez. Sublimer l'œuf mayonnaise pour en faire un mets d'exception, c'est le défi relevé par le chef Thomas Valeron. Il fait partie des 20 candidats en lice pour le championnat du monde de l'œuf maillot. Créée pour défendre cette recette culte, l'Association pour la sauvegarde de l'œuf mayonnaise impose une charte stricte. 3 demi-œufs de gros calibre, parfaitement cuits, servis sur une assiette blanche. Je cuis mon œuf à 8 minutes 30 de cuisson avec un départ de l'œuf froid. Donc on met l'œuf au frais pour qu'il commence en cuisson froid. Mais l'intérieur, il n'est pas tout jaune clair, il reste un peu fondant, on voit que c'est limite crémeux. Pour se démarquer, Thomas Valeron mise sur des accords de saveur et de texture. Les œufs reposent sur des feuilles de chiso, accompagnées d'une tranche et d'une julienne de champignons de Paris. Avec le cerfeuil, donc c'est une herbe aromatique, la noisette, un peu de crème fouettée pour apporter un peu de légèreté, un petit peu comme un nid. La charte exige une mayonnaise généreuse, un point clé pour le chef au bois, un élément signature de sa recette. Une mayonnaise qui est agrémentée d'un jus de poule rôti, donc on a fait un fond de volaille pour rappeler d'où vient l'œuf et la poule, réduit pour faire quelque chose de très puissant, et une tuile de peau de poule rôti, qui rappellera le poulet du dimanche. Sa création, imaginée pour s'accorder à une cuvée précise de champagne, lui a permis de décrocher la victoire lors des présélections régionales fin septembre. Formé à Pont-Sainte-Marie, passé par des restaurants étoilés, il a ouvert son propre établissement en février dernier, à Crenay-près-Troyes. Ce concours pourrait lui offrir une visibilité décisive. Il y a quand même des grands noms de la gastronomie, des chefs, des critiques culinaires. J'ai jamais participé à une épreuve d'un championnat mondial. Ça fait partie de vouloir avancer, vouloir toujours aller un peu plus loin. Une émission dédiée sera diffusée en janvier, mettant en avant le seul candidat au bois de la compétition. C'est une question qui nous préoccupe et que l'on se pose tous. Peut-on boire l'eau du robinet? Près de 3000 personnes sont aujourd'hui privées d'eau potable dans les Ardennes, dans la Meuse, dans les Vosges. Tout cela à cause de polluants éternels qui contaminent les eaux souterraines. 20 minutes TV s'est donc demandé comment fonctionne le captage de l'eau pour alimenter la ville de Paris et surtout comment préserver sa qualité. Regardez ce reportage. La majorité des captages qui alimentent Paris en eau potable sur la partie souterraine sont vraiment situés en zone rurale. Donc on a principalement des contaminations d'origine agricole et donc depuis très longtemps on travaille avec les exploitants agricoles pour améliorer la qualité de l'eau sur le long terme. Donc évidemment on a des usines de traitement derrière, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une eau de la meilleure qualité possible au moment du captage. On observe qu'on a des pics de pesticides qui sont moins importants, qui restent pour la majorité dans la norme eau potable et qui sont moins fréquents. Et donc, ça montre que les actions qui sont menées ont un impact sur la qualité de l'eau. Alors évidemment, il faut que ce soit confirmé sur le long terme et qu'on continue la progression des surfaces, mais c'est un résultat qui est déjà très encourageant. Tout autre chose maintenant. Chaque année, des milliers de personnes sont victimes de crises cardiaques. Pour leur venir en aide, les gestes de premier secours sont primordiaux, ainsi souvent que l'utilisation d'un défibrillateur. Un dispositif est en cours de déploiement dans tout le pays pour intervenir encore plus rapidement. Comment cela fonctionne? Réponse avec Télé Grenoble. SauveLife, c'est une application qui permet de déclencher des citoyens sauveteurs qui se trouvent à proximité d'un patient qui a fait un arrêt cardiaque. Quand un arrêt cardiaque survient, ça devient une course contre la montre. Chaque minute de perdu, c'est 10% de mortalité en plus. Ces volontaires SauveLife, habituellement, ils sont déclenchés quand ils sont proches d'un arrêt cardiaque pour aller faire du massage cardiaque, donc pour suppléer le cœur qui s'est arrêté. Et là, cette formation qu'on fait vise à offrir des défibrillateurs à des citoyens volontaires. Ce défibrillateur
défibrillateur, s'il est appliqué dans les toutes premières minutes, permet de beaucoup améliorer les chances de survie. On peut arriver jusqu'à 70% de survie si le défibrillateur est posé dans les 3 premières minutes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont prêts à intervenir, prêts à utiliser ces défibrillateurs. L'avez-vous remarqué, les boîtes jaunes de la Poste pour déposer une lettre se font de plus en plus rares dans les communes. L'entreprise a entamé une grande action de suppression de ces dépôts et explique cette démarche par la chute considérable du volume de courrier. La douche froide pour certains usagers, exemple en Loire-Atlantique avec ce reportage de Télé Nantes. Alors ici, une boîte aux lettres jaune, donc elle a été retirée. Comment vous en êtes aperçu, vous ? Ah bah quand j'ai voulu mettre une lettre, bah oui. Parce que du coup, il n'y a plus de boîte. Donc, il a fallu prendre la voiture, quoi. Dans ce lieu-dit de la commune du Gavre, la boîte jaune de la Poste a été retirée en catimini. On n'a pas été prévenus et ça, c'est pas très correct, quoi. Ici, le bureau de poste a fermé. C'est un commerce qui sert de relais. Il reste pour l'instant 4 boîtes pour 1880 habitants. Garder les services de proximité, oui, c'est l'idéal, quoi, quand même. Il n'y a pas photo. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, effectivement, ouais, c'est plus compliqué pour eux. Ouais. Et ces retraits de boîtes aux lettres n'interviennent pas qu'en milieu rural. À Bouguenais, celle de ce carrefour vient aussi de disparaître. Tout se passe numériquement maintenant, voilà. Le problème se pose peut-être pour les anciennes générations qui, elles, étaient habituées davantage à utiliser ces boîtes aux lettres jaunes. Donc. La direction de la Poste a décliné notre demande d'interview. Elle explique dans un communiqué que les volumes courriers ont chuté de 18 milliards en 2008 à moins de 6 milliards aujourd'hui. Elle affirme vouloir conserver au moins une boîte par commune et rester pleinement engagée dans sa mission de service universel postal. Les syndicats en doutent. Il y a la volonté de la Poste d'éloigner la population du produit courrier, voilà, parce que c'est pas rentable. Une personne lambda qui avait l'habitude d'aller dans son angle pour poster une lettre va devoir parcourir plus de kilomètres et donc de fait peut-être même s'éloigner du service public. Donc ça répond vraiment à un besoin stratégique. La Loire-Atlantique fait partie des 10 départements français les plus touchés par ces suppressions de boîtes jaunes. La Poste indique qu'il en resterait 1287 aujourd'hui, dont un certain nombre en sursis selon les informations de Mediapart. Partons en Corse maintenant dans ce journal. La ville de Calvi abrite une station de recherche sous-marine de très grande renommée, un lieu pour mieux comprendre ce qu'il se passe sous l'eau. Des étudiants américains venus tout droit de Californie ont posé leurs bagages sur l'île de Beauté pour profiter de ces installations exceptionnelles. Découvrons le but de leur visite au micro de Télépaésé, nos partenaires sur place. À cause du changement climatique, l'eau en Corse est en train de se réchauffer et il y a des poissons qui viennent de la Méditerranée sud, qui sont en train de remonter vers le nord. Et c'est le cas ici des girelles-pans. Les girelles-pans sont en train de remplacer les girelles. Alors l'expérience que les étudiants sont en train de faire, c'est de voir exactement comment la compétition entre les deux espèces se produit. Du point de vue scientifique, c'est un endroit idéal. La logistique est formidable. La station Starezo est unique au monde, en fait. C'est une chorale tout à fait extraordinaire que je vous présente maintenant. 15 000 voix pour les légendes du rock. C'est le nom de ce spectacle qui va partir en tournée début 2026 et qui va réunir 15 000 chanteurs partout en France. Je vous propose une immersion dans une séquence de répétition avec 500 choristes qui se produiront pour commencer à Saint-Étienne. Reportage de TL7 dans la Loire. Alexandre Crouzet. Une fois par mois, près de 500 choristes se réunissent dans ce gymnase transformé pour préparer un projet exceptionnel, le concert 15 000 voix pour les légendes du rock. Entre chaque répétition, ils travaillent seuls à la maison, mais ici, tout prend vie ensemble. Pour eux, ce n'est pas seulement une répétition, mais un véritable moment de partage et de convivialité. La musique, ça prend une grande place dans ma vie. Et pouvoir en profiter avec d'autres personnes de tous âges, j'aime bien. C'est un moment de pur plaisir parce qu'on a du travail certes, mais on s'amuse quand même et surtout pour le concert, c'est un vrai plaisir de le faire. D'abord un très beau projet, premièrement, puis moi j'avais déjà fait avec Queen, donc on remet ça bien sûr. Non, c'est trop que du bonheur, on va dire, hein. C'est trop bien. Diriger 500 voix une fois par mois est un véritable défi. Chaque choriste revient avec son travail personnel et les chefs de chœur doivent modeler l'ensemble pour créer une harmonie parfaite. Alors il va falloir travailler vraiment sur la précision du texte, sur la précision des respirations, qu'on respire bien tous ensemble, qu'on redémarre bien tous ensemble. Un peu sur l'anglais, parce qu'il y a quand même une prononciation à trouver, et puis une couleur de son à 400, on essaye d'avoir une unité. Moi, à chaque fois quand on arrive à une répétition, on se dit, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'on ne sait pas comment ils ont travaillé chez eux, on ne se voit pas régulièrement.
Et puis quand on dit 3 à 4 et que ça démarre et que ça sonne, etc., c'est vraiment génial. Après, il y a des petites choses à régler, mais vraiment, le travail est vraiment efficace. Et on a déjà un ressenti de plaisir à écouter le chœur chanter, vraiment. Le répertoire revisité plus grand classique du rock de Queen à Metallica en passant par John Lennon. Le projet rassemble à l'échelle nationale 15 000 choristes prêts à célébrer les légendes du rock le 15 mars prochain au Zénith de Saint-Étienne. Une aventure musicale collective et passionnée qui transforme la pratique du chant en expérience inoubliable. Et puis connaissez-vous le twirling, cette discipline encore méconnue du grand public qui mélange à la fois puissance, précision et finesse dans des chorégraphies millimétrées. Puissance Télévision nous fait le portrait d'une jeune prodige au talent très prometteur. Rencontre avec Lalia, signé Julien Bruyn. Concentrée, légère, elle enchaîne les figures avec précision. Chaque pas, chaque geste semble raconter une histoire. Dans sa bulle, Lalia ne compte plus le temps. À travers le mouvement, elle dit ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle a découvert le twirling, un mélange de danse, de rigueur et de grâce qui l'a immédiatement fascinée. Aujourd'hui, son talent l'a menée bien plus loin. Lalia vient d'être sélectionnée au pôle d'accession nationale. Elle fait désormais partie des 10 meilleures espoirs françaises de sa catégorie. Je réalise pas vraiment, parce que je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que les autres, elles sont beaucoup plus fortes que moi, mais je sais que vu que je fais partie des 10 meilleures, je suis quand même forte. Derrière ces gestes précis, il y a des années de travail, de patience et d'envie. Car avant d'arriver à ce niveau, il a fallu apprendre, tomber, recommencer. Mais à chaque fois, Lalia s'est relevée. Et les résultats ont suivi. Trophées, médailles, compétitions, une progression fulgurante pour cette jeune passionnée. Une passion qu'elle ne vit pas seule. Sa famille l'accompagne dans chaque étape, chaque déplacement et chaque moment important. Sa tante notamment est l'un des premiers soutiens, souvent présente dans les gradins ou en coulisses. Lalia, c'est une fille très calme, elle est douce aussi. Elle est parfois effacée parmi ses nièces et ses neveux. Mais voilà, elle ne se rend pas compte aussi de la qualité, de toutes les qualités qu'elle peut dégager. Mais derrière les sourires et les paillettes, il y a surtout des heures de travail. Et ça tombe bien, c'est ce que Lalia préfère. Persévérante de nature, la jeune fille vit chaque entraînement à fond pour atteindre le meilleur niveau possible. C'est beaucoup de travail parce qu'on doit faire les choses qu'on a dans le solo. Sauf qu'on ne sait pas forcément faire. Lalia, c'est une athlète complète. Le twirling, c'est sa passion. Elle ne lâche pas le bâton 5 minutes. Elle est déterminée, elle veut toujours réussir. Elle a tellement peur de décevoir ses coachs, sa maman. Elle est trop forte, super gentille, elle travaille tout le temps. Ouais. J'aimerais bien avoir son niveau, oui. Ouais. Désormais, une nouvelle aventure l'attend. Dans quelques semaines, Lalia partira à Paris pour participer à ses premiers stages au pôle d'accession nationale. Un rêve qui se concrétise et sans doute le début d'un très long parcours. Car pour elle, chaque figure, chaque mouvement n'est pas qu'un geste de plus. C'est une promesse de grandeur, dessinée dans l'air à la force du cœur. Et puis je vous présente également une discipline tout aussi artistique, mais dans un autre registre, le drift. Au volant de leur voiture, les participants font déraper leur véhicule pour réaliser une danse méticuleuse. Adrénaline, vitesse et audace, voilà le mélange parfait pour une immersion dans un univers où glisser devient un art. Reportage de la Provence, Rudy Dahan. Ça s'appelle du drift. Le drift, c'est l'art de piloter son véhicule en glisse. Ça, c'est sur les grandes lignes. En compétition, on va aller chercher des clips. Des clips, c'est des emplacements au sol où on doit passer avec les roues arrière, les roues avant. Il y a un parcours bien précis, donc c'est très technique, très précis. Et donc, il faut de l'angle, de la vitesse, de la précision et du fun. Et lui, c'est Florent Mathieu, un champion de la discipline originaire de Vitrolles qui vient d'organiser avec son épouse la première édition de la Piston Cup, une compétition de drift qui a fait beaucoup de bruit dans le sud, au propre comme au figuré.
Alors ça fait longtemps qu'on y travaille, ça fait des années, qu'on a ce rêve de vouloir organiser cette compétition. On a répondu à un besoin, à une forte demande dans le sud de la France. On voulait organiser cette compétition homologuée FFSA. J'ai fait plusieurs championnats et le tien, c'est ce qui m'a fait me relancer dedans parce que franchement, il est excellent. Une première édition de la Piston qui a donc ravi les fans de drift et plus largement de sport automobile. Alors, si tout se passe bien, l'épreuve devrait se pérenniser dans les années à venir et surtout revenir plusieurs fois chaque année pour devenir le rendez-vous des amateurs de glisse dans le sud de la France. À 74 ans, rien n'arrête Jean-Paul, ce grand sportif et champion de France d'haltérophilie. Et oui, il s'entraîne 3 fois par semaine dans sa salle de sport et il étonne tout le monde par ses performances. L'âge n'est donc pas un frein à sa passion. La dépêche du midi a été à sa rencontre. J'ai 74 ans, je pratique l'haltérophilie depuis 3 ans. Et j'ai réussi en 3 ans à devenir champion de France dans la catégorie master 81 kg. J'ai toujours fait du sport, musculation, footing et les sports de combat. Voilà. J'avais fait de l'haltérophilie quand j'étais jeune et j'ai repris il y a 3 ans. Ce que je fais à peu près, que j'arrive à faire régulièrement, c'est ça. C'est 52 kg à l'arraché, 70 kg à l'épaulé jeté. J'ai toujours fait du sport, donc c'est une nécessité physiologique, on va dire, et psychologique. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.